Nous utilisons Bluetooth quotidiennement, mais le nom sonne plus comme un rendez-vous urgent chez le dentiste que comme une technologie sans fil. Qu'est-ce qu'un roi viking du Xe siècle a à voir avec vos écouteurs sans fil? Ce n'est pas une erreur de traduction, c'est un message chiffré d'unification scandinave caché dans votre téléphone. Ne bouge pas, parce qu'à la fin de la vidéo nous révélerons le secret de la rune bleue, un symbole qui a attendu 1000 ans pour être déchiffré par toi. Commençons. La tour de Babel technologique, les années 90 et la langue de chaque marque. Pour comprendre l'origine de ce nom, nous devons voyager en arrière dans le temps, aux années 90. Une époque d'ordinateur avec écran de phosphore vert, téléphone mobile de la taille d'une brique avec antennes extensibles, et un chaos technologique qui aujourd'hui nous semblerait absurde. Chaque fabricant de dispositifs électroniques parlait sa propre langue. Si tu avais un ordinateur d'une marque et un téléphone d'une autre, les connecter entre eux était un cauchemar. Tu avais besoin de câbles spécifiques, drivers incompatibles et, dans beaucoup de cas, simplement c'était impossible. C'était la tour de Babel de la technologie. Les dispositifs étaient des îles. Ils ne se parlèrent pas, ne se comprenèrent pas, ne collaborèrent pas. Si tu voulais transférer un fichier de ton téléphone à ton ordinateur, tu devais recourir à des rituels ésotériques de câbles et software que seuls les initiés comprenaient. Et dans le monde sans fil, le problème était encore pire. Certaines entreprises avaient développé leur propre technologie de connexion par infrarouge, mais elles avaient un problème fondamental. Elles avaient besoin d'une ligne de vision directe, comme une télécommande de télévision. Si tu mettais le téléphone face vers le bas, ou si tu le couvrais avec la main, la connexion se coupait. Un désastre. La situation était insoutenable. Le futur pointait vers un monde plein de dispositifs personnels, mais ce futur serait un chaos si chaque appareil continuait de parler son propre dialecte. On avait besoin d'un langage universel, une forme pour que tous les dispositifs, indépendamment de leur marque ou de leur pays d'origine, puissent se comprendre sans câble, sans complications et sans requérir un master en ingénierie pour les activer. Quelqu'un devait mettre de l'ordre dans le chaos. Le pacte des géants, l'alliance qui changerait la connectivité. Ce quelqu'un ne fut pas une seule entreprise, sinon un groupe de rivaux qui décidèrent de s'asseoir à la même table. En 1998, 5 géants de la technologie prirent une décision historique. Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba et Intel. Ils étaient des compétiteurs directs sur le marché, mais partageaient un problème commun. Si chacun continuait de son côté, le chaos de l'incompatibilité étoufferait la croissance de tous. Ainsi, ils formèrent une alliance appelée Special Interest Group, le SIG, avec un objectif clair: créer un standard ouvert de communication sans fil de courte portée, basse consommation et bas coût. Ericsson portait des années en travaillant sur un projet interne appelé MC-Link, une technologie de radio de courte portée. Les ingénieurs suédois avaient réussi quelque chose de remarquable. Une connexion qui consommait peu d'énergie, n'avait pas besoin de lignes de vision et pouvait traverser des parois. Mais c'était seulement un prototype de laboratoire. Il avait besoin de la poussée d'une alliance globale pour se convertir en quelque chose de plus grand. Les défis techniques étaient énormes. Il fallait assurer que le signal n'interfère pas avec d'autres dispositifs, que la consommation de batterie soit minimale, que le coût de fabrication soit si bas que n'importe quel fabricant puisse l'incorporer sans renchérir ses produits. Et surtout, il fallait convaincre le monde que ce nouveau standard était meilleur que d'essayer d'imposer le sien propre. Ce n'était pas seulement de l'ingénierie, c'était de la diplomatie technologique. Durant des mois, les équipes de ces 5 entreprises travaillèrent coude à coude, partageant brevets et connaissances. Petit à petit, le projet fut en train de prendre forme. Ils avaient la technologie, ils avaient l'alliance, ils avaient le support de l'industrie. Il ne leur manquait qu'une chose, une dernière pièce du casse-tête qui parfois est la plus difficile à trouver, un nom. Le problème du nom, codes internes et une réunion décisive. Baptiser une technologie qui changerait le monde n'était pas une tâche facile. Durant les phases de développement, les ingénieurs utilisaient des noms internes, codes ennuyeux comme MC-Link ou simplement des numéros de projet. Mais pour le lancer sur le marché, ils avaient besoin de quelque chose de commercial, quelque chose qui sonne bien dans toutes les langues, qui soit facile à retenir et qui ne soit pas déjà enregistré par quelque autre entreprise. Les équipes de marketing proposèrent des dizaines d'options. Noms techniques comme Radiolink, noms inspirants comme Flirt, Cocteau parce que la technologie connectait des dispositifs proches, noms abstraits comme Biscard. Rien ne finissait de convaincre. Au milieu de cette tempête d'idées, il arriva quelque chose d'inattendu. Dans une des réunions du groupe, un ingénieur d'Intel appelé Jim Kardash lâcha une suggestion qui sonna comme une blague. Pourquoi ne l'appelons-nous pas Bluetooth? Il y eut des rires, bien sûr.
Dent Bleue sonnait plus comme un pirate de conte enfantin ou une marque de pâte dentaire que comme une technologie d'avant-garde. Que diable cela signifiait-il? Mais Kardec ne rit pas. Il connaissait bien l'histoire nordique, il était un passionné des Vikings et de leurs légendes. Et à ce moment-là, pendant qu'il cherchait un nom, il s'était rappelé d'un livre qu'il était en train de lire. Un roman historique sur les Vikings intitulé The Longships. Dans ces pages, apparaissait la figure d'un roi danois du Xe siècle appelé Harald Blåtand. Et à cet instant, la connexion fut comme un éclair. Ce roi avait fait quelque chose d'étonnant. Il avait unifié les tribus affrontées du Danemark et de la Norvège. Il avait réussi à ce que ceux qui avant étaient ennemis cohabitent sous un même royaume. Exactement ce que cette nouvelle technologie prétendait faire avec les dispositifs électroniques. Mais Kardec n'avait pas choisi ce nom au hasard. Derrière ce mot apparemment absurde, se cachait une histoire millénaire de guerre, unification et un roi avec un trait physique très particulier. Pour comprendre pourquoi Bluetooth était la métaphore parfaite, nous devons voyager 1000 ans en arrière, à un Danemark divisé par des clans et dominé par un homme avec une dent de couleur. Un homme qui, sans le savoir, prêterait son nom et ses initiales à la technologie que nous portons aujourd'hui dans la poche. L'unificateur scandinave, l'histoire de Harald Blåtand. Pour comprendre pourquoi un ingénieur d'Intel proposa un tel nom, nous devons reculer rien de moins que 1100 ans, jusqu'au Danemark du Xe siècle. Une terre sauvage de fjords, forêts impénétrables et clans guerriers qui se haïssaient entre eux avec une passion que seuls des siècles de vengeance familiale pouvaient régénérer. La Scandinavie était une mosaïque de tribus affrontées, chacune avec son propre chef, ses propres dieux et son propre territoire à défendre par le sang et le feu. Au milieu de ce chaos naquit Harald Gormson, fils du roi Gorm le Vieux et de Thyra Danebod. Il gouverna le Danemark depuis approximativement l'an 958 jusqu'à sa mort, vers 986. Mais Harald ne fut pas un roi de plus. Il fut l'homme qui réussit l'impossible, unifier sous son commandement toutes les tribus dispersées du Danemark et de plus, étendre son domaine sur la Norvège. Là où avant il y avait des guerres constantes entre clans, il imposa un royaume unique. Là où avant il y avait des langues et coutumes affrontées, il construisit une identité partagée. Ce fut, en essence, le premier grand unificateur de la région scandinave. Mais alors, qu'en est-il du surnom? Pourquoi Dent Bleue? L'histoire n'est pas complètement claire, et les chroniqueurs de l'époque offrent des versions contradictoires. La théorie la plus acceptée est que Harald avait une dent morte, cariée ou nécrosée, qui, en s'oxydant ou en se décomposant, acquérait un ton sombre, bleuté ou noirâtre. Dans les sagas nordiques, il était commun que les guerriers reçoivent des surnoms basés sur des traits physiques très concrets, Harald peau belle, Eric hache sanglante. Une dent de couleur étrange était un motif plus que suffisant pour baptiser un roi. Une autre théorie, plus romantique, suggère que le nom pourrait provenir de son goût pour les myrtilles ou les mûres, qui lui teignaient les dents en bleu, bien que cela semble plus une légende qu'une histoire documentée. Au-delà de la couleur de sa dentition, ce qui importe est ce que Harald a représenté. Il introduisit le christianisme au Danemark, construisit des forteresses en forme d'anneaux qui aujourd'hui encore étonnent les archéologues et éleva une énorme pierre runique à Jelling, considérée comme l'acte de naissance du Danemark comme nation unifiée. Cette pierre, qui peut encore être visitée, porte une inscription qui dit « Le roi Harald ordonna de faire ce monument en mémoire de Gorm, son père, et de Thyra, sa mère. Ce Harald qui conquit tout le Danemark et la Norvège et fit les Danois chrétiens. » En peu de mots, ce fut l'homme qui connecta ce qui était fragmenté. La métaphore parfaite. Pourquoi un ingénieur s'est souvenu d'un viking? Jim Kardec, l'ingénieur d'Intel, n'était pas un historien professionnel, mais bien un passionné lecteur de romans historiques sur les Vikings. À cette époque-là, alors qu'il travaillait sur le projet de connectivité, il dévorait un livre appelé « Les bateaux des Vikings », un roman qui recréait les gestes des hommes du Nord. Et dans ces pages apparaissait encore et encore le nom de Harald Blåtand, le roi qui avait unifié la Scandinavie. Le parallélisme frappa Kardec comme un éclair. Tout comme Harald avait uni des tribus affrontées, cette nouvelle technologie prétendait unir des dispositifs incompatibles. Tout comme le roi avait créé un royaume là où avant il n'y avait que des guerres, le Bluetooth créerait un langage commun là où avant il n'y avait que des câbles et de la frustration. C'était la métaphore parfaite, si parfaite qu'elle semblait conçue à dessein des siècles avant que n'existe l'électronique. Kardec porta la proposition à la réunion suivante du groupe. Au début, comme on pouvait s'y attendre, il y eut du scepticisme et des rires. Dent Bleue sonnait comme une plaisanterie, comme le nom d'un personnage de dessins animés.
Mais Kardach expliqua l'histoire, raconta qui fut Harald, décrivit ses gestes unificateurs, et petit à petit l'idée fut en train de pénétrer. Les représentants de marketing, qui passaient des semaines bloqués avec des noms techniques et ennuyeux, commencèrent à voir le potentiel. Ce nom avait quelque chose qu'aucun autre n'offrait, une histoire, une narration à raconter. Et dans le monde de la technologie, là où les produits meurent et se renouvellent chaque année, une histoire perdure. Finalement, le nom fut accepté. Bluetooth se présenta officiellement en 1998 et le premier produit commercial, un écouteur pour téléphone mobile, arriva sur le marché en 1999. La technologie commença son chemin, mais le nom était déjà immortel. Le secret dans le symbole, les runes, que vous n'avez jamais vues. Mais la connexion avec le roi viking ne se terminait pas dans le nom. Il y avait un détail de plus, un clin d'œil caché que la majorité des utilisateurs ignorent complètement. Le logo de Bluetooth, cette figure angulaire qui semble une sorte de rune étrange, n'est pas un design moderne ni une abréviation stylisée de la lettre B. C'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus significatif. Les designers du logo recoururent à l'ancien alphabet runique, le système d'écriture qu'utilisaient les peuples germaniques et scandinaves avant l'adoption de l'alphabet latin. Concrètement, ils utilisèrent le Futhark jaune, l'ensemble de runes utilisées dans la Scandinavie viking. Et ils combinèrent deux runes spécifiques. La première est la rune Agal, qui représente le son de la lettre H. Sa forme ressemble à une sorte d'étoile de 6 pointes ou un flocon de neige stylisé. La deuxième est la rune Bjarkan, qui représente le son de la lettre B. Sa forme est plus simple, presque comme une lettre majuscule B, mais avec des traits plus anguleux et droits. En fusionnant ces deux runes, Agal et Bjarkan, en superposant leurs traits, on obtient exactement le symbole qui aujourd'hui apparaît sur ton téléphone, sur tes haut-parleurs, dans ta voiture. Et ces deux lettres, H et B, ne sont pas fortuites. Elles sont les initiales du roi Harald Blatand, Harald Bluetooth. Chaque fois que tu actives le Bluetooth, chaque fois que tu vois cette icône bleue dans le coin de ton écran, tu es en train de contempler les initiales d'un roi viking écrites dans l'alphabet de son époque. Un message chiffré qui a voyagé 1000 ans dans le temps pour finir incrusté dans la technologie la plus avancée du XXIe siècle. L'histoire non seulement vit dans les livres, elle vit dans les petits détails que nous ignorons chaque jour. D'écouteur à empire, l'évolution du nom qui n'a jamais changé. Depuis ce premier écouteur de 1999, Bluetooth a parcouru un chemin étonnant. Les premières versions étaient lentes, avec des portées limitées et des problèmes de compatibilité qui parfois rendèrent fous les utilisateurs. Mais le standard fut en train de s'améliorer. Arriva la version 2.0, ensuite la 3.0, la 4.0 et finalement la 5.0, qui multiplia la vitesse et la portée pendant qu'elle réduisait la consommation d'énergie à des niveaux presque insignifiants. Aujourd'hui, des milliards de dispositifs se fabriquent chaque année avec Bluetooth intégré. Écouteurs sans fil, haut-parleurs portables, montres intelligentes, claviers, souris, consoles de jeux vidéo, voitures, stimulateurs cardiaques, même réfrigérateurs et ampoules. Tout se connecte au moyen de ce signal invisible qui porte le nom du roi viking. Et le plus fascinant est que le nom n'a pas changé ni une seule fois. En plus de 20 ans d'évolution technologique, avec des versions qui ont multiplié par 100 les capacités originales, le nom s'est maintenu immuable. Il n'y eut pas un Bluetooth Pro, ni un Bluetooth 2.0 renommé. Il continua d'être Bluetooth, le même nom qu'un ingénieur proposa entre deux rires dans une réunion des années 90. C'est un témoignage du pouvoir des bonnes histoires. Quand tu réussis avec un nom qui a une âme, tu n'as pas besoin de le changer jamais. La prochaine fois que tu actives le Bluetooth sur ton téléphone, arrête-toi une seconde et pense à tout ce qu'il y a derrière cette petite icône bleue. Pense aux années 90 et au chaos de câbles et d'incompatibilité. Pense aux 5 géants technologiques qui décidèrent de s'asseoir à la même table. Pense à Jim Kardach, lisant un roman de Vikings et ayant un éclair d'inspiration. Et pense à Harald Blatand, le roi qui il y a plus de 1000 ans unifia le Danemark et la Norvège et dont la dent de couleur donna son nom, sans le savoir, à la technologie que nous utilisons aujourd'hui quotidiennement. Bluetooth n'est pas seulement un protocole de communication. C'est un pont entre époques, une connexion invisible entre le passé médiéval et le futur numérique. C'est la preuve que les meilleures idées ne naissent pas toujours de la pure fonctionnalité, sinon de la capacité humaine de trouver des histoires là où d'autres seulement voient des circuits et des signaux.